On en était arrivé, s'il vous plaît messieurs, on est parti. On était arrivé la semaine dernière à ce qui se passait avant, c'est-à-dire le fait que grosso modo le réchauffement climatique allait impliquer une aggravation des phénomènes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ce truc-là. Ça c'était celui en thermique. Mais c'était ce truc-là qui était en fait que vous allez avoir une aggravation des extrêmes thermiques et donc en particulier le fait que vous étiez susceptible d'avoir à peu près la moitié de la population mondiale déplacée. Enfin, la moitié plutôt les trois quarts, là en l'occurrence, dans un scénario, ce truc-là. Et que même dans celui qui, grosso modo, est probablement celui qu'on va emprunter, ça risque de pas être marrant. Voilà. Donc, on peut regarder quand même un certain nombre d'impacts. Je vais aller assez vite sur le sujet, mais en particulier, il y a des études sur l'impact des rendements agricoles. Et en fait, il s'avère que probablement, sans adaptation, vous allez avoir des impacts extrêmement forts, en particulier de l'ordre de 5% par décennie de baisse de rendement agricole. D'accord. C'est-à-dire que d'ici 2050, 2060, vous avez donc 4 décennies qui vont se passer. Donc on risque d'avoir grosso modo 20% de baisse de rendement agricole sur l'intégralité des régions. Donc bien sûr, en ce moment, l'agriculture, en particulier dans les pays du type européen, est en pleine transformation. Vous n'êtes pas sans savoir que ça pose énormément de problèmes. Enfin, il suffit de regarder l'actualité en France, d'accord, aujourd'hui, hein, où grosso modo, on demande à 2% de la population, de nourrir tout le monde, de les nourrir pour pas cher, 3 d'être les acteurs principaux du changement climatique, etc., etc. Ça commence à faire un peu beaucoup pour une fraction de la population qui, par ailleurs, on ne peut pas véritablement accuser d'extorquer les gens pour rouler sur l'or. D'accord. Je vous rappelle que l'agriculture française font partie des classes sociologiques les plus pauvres de France, quand même, les gens qui le nourrissent. Et donc, en gros, je vous invite à le lire, je suis en train de le lire. Il y a le Shift Project qui vient de publier un rapport sur l'agriculture française et ses transformations, qui est extrêmement intéressant sur justement le fait, et en particulier que la conclusion inévitable de ça, c'est qu'il est impératif qu'il y ait des directives publiques pour augmenter considérablement le prix de l'alimentation. Voilà. Tout simplement parce que sinon, on n'arrivera pas à relever le défi écologique sur l'agriculture sans que les agriculteurs crèvent. D'accord. Sachant que quand même, quand vous achetez des produits, il y a 7% qui arrivent à l'agriculteur. 7% en moyenne. D'accord. C'est-à-dire que vous achetez, je sais pas, une pomme à 1 euro, l'agriculteur il touche 7 centimes. Et entre les deux, il y a le transport, il y a machin, etc., le distributeur. Donc il y a pas mal de choses à faire, mais ces choses-là sont compliquées, parce que ça touche beaucoup de choses, l'alimentation, etc., etc. Donc voilà, donc là je vais vite là-dessus, il y a un nouveau rapport qui vient de sortir, donc il faut que je le lise. Rendez-vous l'année prochaine pour que je mette les datas dans cette histoire. Les océans vont poser beaucoup moins de problèmes que lors de la dernière déglaciation, pour une raison très simple, comme je vous l'avais dit, c'est que la majorité des glaces aujourd'hui sont majoritairement sous forme de banquise, donc dans l'eau, d'accord, et qu'il y a très très peu de parties continentales recouvertes de glace, à l'exception notable quand même de l'Antarctique par ailleurs. Je vous rappelle que quand même il y a un truc qui s'appelle, vous savez, l'iceberg de la fin du monde, vous avez suivi, enfin le glacier de la fin du monde, je sais pas si vous avez suivi ce truc-là. En fait, il y a un gigantesque iceberg qui fait la taille de l'Europe à peu près, qui est en train de se détacher de l'Antarctique. Et le jour où il tombe, il y a 60 cm de plus, quoi. Voilà. 60 cm. Instantané, quoi. Bon, voilà. Alors, ça a l'air très con comme ça, le fait de monter. Vous voyez que les perspectives sont quand même assez élevées. Sur le SSP 2.6, qui est celui qu'on essaye de tenir, mais que ça va être très tendu, on est à terme à 2 mètres, mais comme je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est très lent. Donc là, c'est à l'horizon 2300. Donc c'est très très long, les choses. En particulier, à l'horizon 2100, vous avez des augmentations. Alors, vous avez le problème du pH sur lequel je ne reviens pas, mais vous avez des augmentations qui, grosso modo, à l'horizon 2100, sont quand même confinées au demi-mètre et pas plus. Alors ça a l'air très très con un demi-mètre comme ça, vous dites 50 cm, on s'en fout, mais en fait déjà à partir de 1 mètre en particulier, des petits villages comme Tokyo, New York, Jakarta sont probablement deviennent extrêmement problématiques. À partir d'une ville comme Tokyo qui, je vous le rappelle, a quand même construit tous ses quartiers résidentiels depuis ces 30 dernières années sur la mer, quand même, et à ras de l'eau. Ras de l'eau. Voilà. New York c'est pareil. Jakarta c'est compliqué. Enfin, grosso modo, toutes les villes qu'on pris en fait sur des deltas, sur des marais, sur des choses qui étaient en mix entre l'océan et ça. Et donc là, il y a des impacts assez forts. Mais sur des phénomènes très lents, moi c'est pour ça que c'est pas un truc qui m'inquiète beaucoup, parce que pour le coup, si un truc prend 2 siècles pour déménager une ville, ça fait partie des choses qu'on peut faire grosso modo, quoi. C'est pas 30 ans. Pour moi, 2 siècles et 30 ans, c'est pas les mêmes durées d'un point de vue humain. Question, que faire?
D'accord? Parce que c'est ça le véritable problème. Donc on va essayer de comprendre un peu quelle est la part de responsabilité de tout le monde et surtout quelles va être en fait les possibilités d'action, soit d'un point de vue collectif, soit d'un point de vue individuel, c'est quoi la répartition aujourd'hui. Et surtout en fait, une fois que je vous ai, j'espère, convaincu de la gravité du problème, la question c'est est-ce que les efforts qu'il faut faire sont des efforts modestes, des choses que quand même finalement on pourrait faire, genre attacher les bouchons à des bouteilles par exemple et avoir des pailles en papier, voilà. Ou est-ce que grosso modo va falloir faire un tout petit peu plus que ça pour résoudre le problème. Ce graphique-là, on l'avait déjà vu la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, la dernière séance. Donc en gros, vous constatez que l'humanité, de façon très très gaiement, augmente tous les ans, sans aucune forme de pitié, à quelques variations près, ses consommations de pétrole, de charbon en particulier. En fait, l'humanité passe sa vie tous les ans à augmenter la quantité de CO2 qu'on balance dans l'atmosphère sans aucune forme de pitié. Voilà. Ceci est la base de l'industrie, et ceci, on le verra un tout petit peu plus tard, est quand même la base de l'intégralité du confort des sociétés de l'OCDE. C'est-à-dire que, grosso modo, le fait que vous soyez aujourd'hui là, avec vos vêtements... Alors attention, je ne dis pas que tout le monde dans cette salle est richissime, hein, des inégalités existent, mais en moyenne, grosso modo, vous bénéficiez de structures qui sont injectées au CO2. Voilà, du pétrole, du machin, etc., etc., dans des quantités que probablement même, dont on ne se rend pas compte d'un point de vue changement. D'accord? Enfin, je veux dire, vous remontez il y a 3 générations par an, prenez la génération de nos grands-parents, le niveau de vie de nos grands-parents avait strictement rien à voir avec des gens, y compris dans les fractions les plus pauvres de la population aujourd'hui. Avoir de l'eau chaude, par exemple, chez soi, avoir une machine à laver, avoir de la viande régulièrement, par exemple, c'était des choses qui n'étaient pas courantes dans les années 50, pour le coup. Je parle en France, hein, je ne parle pas au Mali. Hein. Alors, le plus intéressant, c'est ce truc-là, parce qu'on pourrait se dire, oui, bon, on produit plus de CO2 parce qu'on est plus nombreux, mais en fait, ce n'est pas vrai. Voilà, on produit plus de CO2 par personne, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est tout simplement les émissions de CO2 divisées chaque année par la population mondiale. Certes, la population mondiale augmente, et donc on va augmenter mécaniquement par extensivité la quantité de CO2, mais en fait, il s'avère qu'on augmente en fait largement le problème. Et donc en fait, ce que c'est en train de vous montrer là, c'est que factuellement, l'augmentation de la consommation par personne de pétrole en particulier ici coïncide exactement avec l'augmentation moyenne, encore une fois, du niveau de vie de l'humanité, globalement. Alors quand je dis moyen, ça c'est les disparités sont extrêmement fortes, donc ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est l'augmentation du niveau de vie des pays de l'OCDE, très nettement, qui grosso modo utilisent le fait que l'énergie soit gratos, à peu de choses près, pour faire ça. Donc comme je vous le disais, hein, votre génération, ici, consomme largement plus que la mienne, d'accord, qui consommait méga largement plus que celle précédente, etc., etc. D'accord. Donc grosso modo, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'explosion du pétrole, du charbon, du gaz et du bâtiment fait que dans l'idée, on consomme par personne, de façon plus ou moins active par ailleurs, enfin en tout cas on émet par personne, de façon plus ou moins active, des quantités croissantes de CO2. Donc c'est pas du tout un problème uniquement de la population qui augmente, mais un problème de surconsommation de produits. Donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, mais déprimant, c'est on peut se poser la question de quelles sont les sources sociologiques de l'augmentation du CO2 par personne. Donc là, c'est un graphique qui est trié par décennie. Donc vous avez la décennie 70, la décennie 80, la décennie 90 et la décennie 2000. Alors, ce graphique est un peu dur à lire. Vous avez en fait quatre couleurs différentes et vous avez en particulier une petite flèche qui vous raconte si le nombre de CO2 par personne augmente ou diminue. Donc vous voyez déjà que cette flèche, on va aller régler un problème. Toutes les décennies, vous avez augmenté d'un nombre conséquent l'émission de CO2 par personne. Et vous voyez que la plus grosse explosion a eu lieu durant la décennie 2000-2010, c'est-à-dire un tout petit peu avant vous et un tout petit peu après moi en termes de génération. Ouais. GDP, c'est... Donc, je vais vous expliquer après. Donc, en gros, dans ces 4 couleurs, je vais vous traduire plus exactement. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle l'intensité carbonée de l'énergie. C'est grosso modo la quantité de charbon qu'on utilise pour produire de l'électricité ou de l'énergie de manière très générale. Ça, très souvent, c'est quelque chose qui est à la baisse, puisqu'en fait, on est en train de remplacer au fur et à mesure des énergies carbonées, pétrole, charbon, par des énergies de type nucléaire, de type solaire, de type éolien. Et donc, sauf dans la décennie 2001-2010 qui coïncide avec l'entrée sur le marché mondial de l'Inde et de la Chine, de l'Inde en l'occurrence, on avait plutôt une décarbonation de l'électricité, qui est une tendance qui s'est inversée dans les années 2000. Ensuite, on a l'intensité énergétique du PNB, c'est-à-dire grosso modo, si vous voulez générer $1 de croissance, combien il faut mettre d'énergie dedans. Ça, en fait, c'est plutôt l'aspect technologique, c'est-à-dire plus vous avez des technologies efficaces, et moins il vous faut
d'énergie en joules, d'accord, pour générer de l'énergie en dollars, d'accord, de la croissance économique. Donc ce truc-là est toujours en négatif, d'accord. Ce truc-là, en fait, a toujours tendance à augmenter puisque les technologies sont en général de plus en plus efficaces. On a des voitures de plus en plus efficaces, des systèmes électriques de plus en plus efficaces, plein de choses de plus en plus efficaces. Donc grosso modo, pour faire la même chose, vous avez besoin de moins d'énergie ou au contraire, vous utilisez la même énergie pour faire plus de choses. Et ensuite, vous avez tout simplement le PNB par habitant qui est grosso modo à la louche le confort individuel moyen mondial. Et vous voyez que ce truc-là n'a fait qu'augmenter. C'est une contribution positive tout simplement parce que, encore une fois, même si c'est soumis à de fortes disparités et que grosso modo, on ne vit pas tout à fait de la même façon dans la bande de Gaza qu'en Islande, d'accord. Et bien, a priori, le confort moyen de la population mondiale, donc en particulier surtout des pays de l'OCDE, c'est-à-dire ici, a augmenté considérablement ces 50 dernières années. Et donc, grosso modo, bah, ça, c'est un prix à payer, c'est que on injecte du CO2 dans l'atmosphère. Ouais. Est-ce que avec des structures comme le projet ITER, etc., on pourrait vraiment stopper On va en discuter, alors on en discutera après sur la séance d'après, mais je peux répondre tout de suite. ITER ne sera, quoi qu'on en pense, ITER ne sera pas prêt avant 2100. C'est impossible. On est encore au stade de prototype, d'accord. Si on trouve la fusion de façon maîtrisée, il y a des grosses courses à la fusion. C'est probablement pas ITER qui va gagner par ailleurs. Moi, je parie plus sur les tokamaks anglais, les trucs miniatures là, sur les trucs miniatures. Mais bon, c'est un pari, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais de toute façon, le fait de pouvoir déployer ça à grande échelle en enlevant tous les aspects du fait que quand même la population mondiale, sauf en France, est relativement hostile au nucléaire par ailleurs, parce que ça pose ça, c'est des problèmes de fond. Il est impossible que ça fasse une solution. Je vous rappelle qu'il faut qu'on trouve des solutions avant 2050 et que le déploiement d'une technologie nucléaire performante à base de fusion nucléaire ne sera pas prête avant 2100, quoi qu'il arrive. Y compris si on met une dose considérable d'énergie sur le sujet, enfin de recherche sur le sujet. Donc oui, c'est possible, mais c'est pas, on ne sera pas dans les temps. Voilà. Et le troisième, c'est la population qui, bien sûr, augmente depuis les années 70, donc bien sûr, rajoute du CO2 dans l'atmosphère. D'accord. Donc dans le principe, vous constatez que grosso modo, la technologie a tendance à faire baisser les émissions de CO2 dans l'atmosphère, qu'on avait un truc vertueux jusqu'en 2000, mais que grosso modo, ça s'est un peu arrêté, d'accord, au niveau de l'utilisation du charbon, majoritairement, et que grosso modo, tout le reste, c'est-à-dire grosso modo, la population qui augmente et son confort moyen qui augmente, fait que grosso modo, on augmente nos émissions de CO2 individuelles. Donc la morale de ce graphique-là, c'est que probablement, si on veut s'attaquer aux sources de CO2, il va falloir qu'on commence à s'attaquer à notre confort. Et c'est là où commence la partie désagréable de la conversation. Donc, ça, on s'en fout, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, je vous rappelle ce tableau qu'on avait déjà vu ensemble, et on va donc faire le calcul ensemble. On avait vu que si on voulait tenir les 2 degrés, c'est-à-dire les objectifs de Paris réalistes, d'accord, on avait à la louche 1000 milliards de tonnes équivalent CO2 en 30 ans. C'était le truc qu'il y avait ici, je me suis mis un peu entre les deux, entre 900 et 1150, là, dans ces eaux-là. Donc, après, on va faire des calculs. Ça signifie donc qu'à la louche, ça vous fait 30 milliards de tonnes par an. D'accord, 1000 milliards de tonnes en 30 ans. Et si vous voulez par contre rester sur 1,7 degré, il vous faut 20 milliards de tonnes par an. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on doit émettre. Donc vous retenez ce chiffre, on doit émettre entre 20 et 30 milliards de tonnes par an, et après on s'arrête net. Voilà. Aujourd'hui, on produit 40 milliards de tonnes par an. Donc on n'est bien sûr pas dans les clous, mais ça, on le savait déjà. Et si vous faites un calcul de suite géométrique, d'accord, si vous organisez une baisse de 4% par an de nos émissions de CO2, d'accord, vous trouvez les moyens politiques, économiques, techniques, ce que vous voulez, que les émissions de CO2 baissent de 4% par an, vous trouvez en fait que grosso modo, vous avez émis effectivement 960 tonnes en 2100. Donc en gros, si vous voulez être dans ces clous-là, pardon, je reviens en arrière. Si vous voulez être dans ces clous-là à l'horizon 2100, d'accord, 961 tonnes, on est bien, d'accord, et bien en fait, il faut qu'on baisse de 4% par an nos émissions de CO2. D'accord. Un coup de suite géométrique, faites un petit calcul, vous raconte que 4% de baisse tous les ans, c'est un facteur 3 d'ici 2050. Je vous invite à sortir votre calculatrice, hein. C'est 1-004, voilà, faites le tout boulot. Et donc le chiffre que je veux que vous reteniez, si vous voulez, je l'écris au tableau, ça signifie qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons diviser par 3 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. C'est une division par 3, d'accord? Facteur 1 tiers. On est d'accord? Alors, petite remarque, histoire de vous mettre un petit avant-goût. Si on dit qu'on est dans les accords de Paris vraiment stricts et qu'on a droit à 20 milliards de tonnes, voilà, si on fait
par personne. Et alors, petite remarque, moi j'ai un point de vue politique sur le sujet pour le coup, je pense que n'importe quel être humain sur cette planète a droit à la même dose carbone. C'est pas le choix des politiques européens actuels, qui consiste à maintenir un système postcolonial, disant que grosso modo, les Européens ont le droit à leur grosse dose de CO2 et les autres on leur file du pognon pour qu'ils ferment leur gueule. D'accord? Ça s'appelle une COP, ça. Okay. Donc c'est pas exactement comme ça que moi je fais les calculs. C'est une des raisons par ailleurs pour lesquelles, pour les gens qui font ces calculs-là, l'Inde est encore autorisée à ouvrir des centrales à charbon, parce que leur cumul CO2 par personne est largement en dessous des moyennes occidentales. Genre 8 fois en dessous. Donc eux, ils ont encore du carbone à dépenser si on répartit ça de façon uniforme sur l'intégralité de la planète. Voilà, juste fin de la parenthèse. Donc moi, mes calculs, quand je ramènerai un individu, c'est dire que n'importe quel individu de cette planète a grosso modo le droit de polluer autant que les copains, dans les deux sens. Donc si vous, grosso modo, vous faites le calcul, 20 milliards de tonnes pour 9 milliards d'individus, ça vous fait 2 par personne. Voilà, c'est pas très compliqué, à la louche. Donc grosso modo, tous les ans, vous avez droit à 2 tonnes de CO2 à balancer dans l'atmosphère tranquillement, si vous voulez être dans les clous, dans cette histoire-là. Alors qu'est-ce qu'on fait avec 2 tonnes de CO2, d'accord? Voilà. Vous pouvez faire 15 000 km en avion. Et c'est tout. Donc après, vous ne mangez pas, vous ne vous habillez pas, vous ne vous déplacez pas, vous avez fait votre aller-retour Paris-Chicago, vous êtes content et vous arrêtez. Sec. Ou alors, vous consommez 4000 kWh d'électricité en Allemagne, mais 20 000 en France, parce que bien sûr, on a une puissance nucléaire, donc pour le coup, ça vaut le coup. D'accord? Voilà. Alors, les Français consomment 8000 kWh. Donc vous voyez que par exemple, les Allemands ne sont pas dans les clous, mais les Français sont dans les clous. Tout simplement parce qu'on a du nucléaire. Et que le nucléaire, c'est quand même pas très carboné comme énergie. Vous pouvez acheter entre 10 et 100 kg, ça dépend ce qu'on fait. Vous pouvez construire entre 4 et 5 mètres carrés de logement. Ça signifie donc que si un jour vous décidez de vous faire construire une maison avec 80 mètres carrés au sol, d'accord, vous allez mettre 40 ans à rembourser votre bilan carbone quand même. En béton, c'est mort. Personne ne construit autre chose qu'en béton aujourd'hui, donc c'est mort. Ah non, après, tu peux faire une maison en bois, à la main, tranquillement. Alors après, si tu fais une maison en bois, à la main, avec des produits de ta forêt du coin à la mode Guédelon, aucun problème. Alors déjà, construire une maison dans une grotte, c'est un peu con, mais à côté d'une grotte éventuellement, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et bien, effectivement, par contre, effectivement, t'en as pour 70 ans, quoi. Vous vous rendez pas compte, quand même. C'est combien la puissance d'un être humain? La puissance totale d'un être humain? Voilà, la puissance d'un être humain, à la louche, c'est 70 watts. D'accord? Un batteur électrique, un truc pour battre des œufs, c'est 400 watts. Non, mais, c'est-à-dire que si vous voulez battre des œufs à la même vitesse que vous faites ça avec un batteur, eh bien, littéralement, il faut quand même que vous soyez 5, quoi. 6. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion d'esclave énergétique. C'est ça. Si demain, vous voulez... Alors, je vais être très clair, pour le coup. Si demain, vous voulez garder le même niveau de vie, mais qu'il n'y a pas d'électricité, d'accord, il faut que vous convainquiez... Alors, en fait, vous pouvez faire le calcul, d'accord. Aujourd'hui, un Français moyen dépense 400 fois sa propre puissance. Entre voitures, machin truc, etc., etc. Donc, si demain, vous voulez garder le même niveau de vie sans électricité, il faut que vous convainquiez 400 personnes de bosser pour vous gratos. Vous avez intérêt à être vachement convaincant. Ou avoir des mecs un peu costauds pour distribuer des baffes. D'accord? Voilà. Donc voilà, juste je fais la parenthèse. Donc en gros, il faut bien que vous... Donc, bien sûr, et là vous avez tous les problèmes. Si vous prenez du gaz naturel, c'est-à-dire que vous avez un chauffage au gaz, vous émettez énormément de CO2. Si vous avez un chauffage électrique en France, ça se passe beaucoup mieux parce que c'est nucléaire. Si vous avez un chauffage à bois, c'est beaucoup mieux parce que le bois, en fait, est une filière circulaire. D'accord, le bois, c'est hyper vertueux comme chauffage, dans le principe. Bien sûr, si vous achetez une bagnole, théoriquement, en sortant de cette salle, et que vous avez envie de vous acheter une bagnole, votre fantasme le plus fort, c'est une Fiat Panda. Parce que c'est la plus petite pour vos besoins. Vous n'avez pas de famille, vous êtes seul, vous avez besoin d'une Fiat Panda, vous avez besoin d'une Smart. D'accord? Vous devez acheter la voiture la plus petite pour vos besoins. Qui, en général, n'est pas une Porsche Cayenne. Voilà. D'accord? Voilà. Qui est quand même juste un réservoir qui roule, quoi. Je veux dire. Donc, petite remarque, si vous avez une voiture moyenne, c'est-à-dire une voiture normale, vous pouvez parcourir 6 à 8 000 km en zone urbaine, en 4x4, c'est la moitié. Aujourd'hui, faire la promotion des SUV, c'est juste criminel. C'est-à-dire qu'en fait, dire, avec un SUV, vous pouvez faire la même chose qu'avec une voiture normale. Vous dites aux gens, vous allez acheter une voiture qui fait la même chose, c'est-à-dire c'est 4 roues à volant quand même, il faut rater les conneries un peu, d'accord? Et qui, grosso modo, va juste éclater 2 fois plus de CO2 pour les mêmes distances. Voilà. Donc, là, ici, vous avez en particulier le chiffre de base de la proposition de Jancovici de limiter à 4 le nombre de vols internationaux par personne par vie.
Par vie. Oui, non, pas par jour. Par vie. Et voilà l'équation désagréable sur laquelle tout se fonde, en particulier les deux graphiques précédents. Ce truc-là s'appelle l'équation de Kaya, d'accord? Alors Kaya, c'est un scientifique japonais qui a écrit ça dans les années 90. Alors Kaya, il a dit un truc, on va essayer de trouver les petits leviers, les petits boutons sur lesquels on va pouvoir jouer sur les émissions de CO2, d'accord? Donc Kaya, il fait un truc très simple, il fait des maths niveau CM2, d'accord? Voilà. Et il dit la chose suivante, il dit, on va prendre toutes les émissions de CO2, d'accord? Voilà. Et bien entendu, toutes les émissions de CO2 sont probablement proportionnelles à la population. Ça, c'est pas extrêmement compliqué. Et ensuite, après, vous faites des multiplications, vous savez, comme ça. Et donc, vous mettez tout simplement la carbonation de l'énergie. Donc ça, c'est CO2 sur TEP, c'est-à-dire, grosso modo, quel est le nombre de CO2 que vous consommez divisé par, grosso modo, l'énergie que vous produisez. D'accord? Donc, ce levier-là, c'est un levier de choix de production énergétique. Si vous brûlez du pétrole, c'est élevé. Si vous brûlez de l'uranium, c'est faible. D'accord? Principe. Ensuite, vous regardez la conversion d'énergie en argent. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'efficacité économique de l'énergie. En gros, vous produisez 1 joule, ça vous fait combien d'argent de croissance? D'accord? Plus vous avez des technologies performantes, et plus, grosso modo, ce terme-là est élevé. D'accord? Et ensuite, l'argent, vous le distribuez à la population, avec la fameuse théorie du ruissellement, dont la première étape est que les riches prennent l'argent, et il n'y a pas de deuxième étape. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà. Voilà, il s'est arrêté là, ils ont laissé le manuel au placard, mais bon voilà. Donc vous répartissez ça tranquillement. Et ça, donc c'est le PIB par habitant, c'est ce truc-là. Puis bien sûr, il faut la population quand même, parce que c'est pas très drôle. Alors, l'idée est la chose suivante. On va imaginer maintenant un petit scénario, et là vous allez être bien assis dans vos fauteuils, parce que il va falloir que vous compreniez 2-3 choses. Grosso modo, l'efficacité énergétique est quelque chose qui a un impact assez faible. On peut augmenter, grosso modo, le niveau technologique, mais c'est des choses qui vont être assez faibles. D'accord? Pour l'instant, j'ai considéré que ce truc-là ne bouge pas. Ça vaut 1. D'accord? Autrement dit, la technologie ne bouge pas. Je vais supposer qu'on va garder notre confort constant. Alors ça, vous ne savez pas ce que c'est déjà. Une société qui garde son confort constant, vous ne savez pas ce que c'est. C'est déjà un cauchemar. D'accord? En particulier, par exemple, moi il y a 10 ans, quand j'arrivais en vélo ici, il n'y avait pas de trottinette électrique dans le hangar à vélo. Aujourd'hui, tous les gens, il y en a 20. Et ça remplace pas la voiture, ça remplace le bus. Ça s'appelle augmenter son niveau de confort. Il y a 20 ans, il y a une grosse fraction de mes élèves n'avaient pas de téléphone portable. Vous en avez tous et tous au moins un. D'accord? Donc vous êtes dans une société de confort croissant. Donc ce que je vais dire, c'est que, ok, on arrête les conneries et on fige le niveau de vie à ce qu'il est maintenant. Donc vous êtes content, moi je trouve ça hyper gourmand, parce qu'il y a un théorème de base qui est que grosso modo tout ce qui est inventé avant votre naissance est évident, tout ce qui est inventé pendant votre naissance, enfin pendant votre adolescence est essentiel, et tout ce qui est inventé après est superflu. Donc moi, comme je suis un vieux con, le téléphone portable ça m'intéresse pas, enfin voilà, etc. D'accord? Voilà. Donc, par à ma mère, les ordinateurs ça m'intéresse pas, les téléphones portables ça m'intéresse pas, on s'en fout, parce qu'elle a passé la moitié de sa vie sans ça, donc on comprend pas le côté indispensable du problème. Vous, on vous explique qu'on peut vivre dans une société sans internet, sans réseaux sociaux et sans téléphone portable, vous ne comprenez même pas comment ça marche. Vous êtes d'accord? Une société sans internet, vous savez pas que ça existe. Vous savez pas comment ça marche. Moi j'avais votre âge, il n'y avait pas internet quand j'avais votre âge. C'est ça, enfin voilà. Donc ce que je vais supposer dans mon petit calcul, c'est que grosso modo, ces deux termes-là, là, dans ce produit-là, ça vaut 1. Autrement dit, que la technologie ne bouge pas, ça ne s'améliore pas, et que le confort ne s'améliore pas non plus. On est d'accord là-dessus? Ou que la technologie suffit juste à compenser l'augmentation de confort si on veut. Voilà. Donc dans ce principe-là, ce truc-là vaut 1. On est d'accord? On veut que ça, ce soit divisé par 3. On est d'accord? Voilà. Donc, on a deux choix. D'accord? Soit vous divisez la population par 3, ce qui est quand même une... Alors non, pas... vous vous rendez pas compte. Vous avez une idée du pourcentage de gens qui a tué la Deuxième Guerre mondiale? C'est 1% à peu près, un peu en dessous de 1%. Un tiers de la population qui dézingue, c'est juste la peste noire en Europe, quoi. C'est ça, la louche. Okay. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc, grosso modo, vous pouvez effectivement décarboner l'énergie, mais ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau, d'accord? Parce que construire les centrales nucléaires, c'est extrêmement compliqué, d'accord? Et donc, en gros, maintenant, on va le faire autrement. Maintenant, on imagine que je suis Bruno Le Maire, d'accord? Je suis donc Bruno Le Maire. Donc, vous savez qui est Bruno Le Maire, quand même, merde, quoi. L'ancien ministre de l'économie et des finances. Je pourrais pas prendre celui de maintenant, vu qu'il y en a pas. Voilà, voilà. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais prier que ça et ça,
ça va bien se passer pour que ça reste à 3% par an. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est la croissance économique. Et la croissance économique, la définition, c'est que ça augmente. D'accord? Alors là, on va faire le calcul. La politique actuelle qui consiste à dire que the show must go on, d'accord? Ce qu'on appelle business as usual, d'accord? C'est-à-dire on continue comme d'habitude. Ça, en première approximation, ça ne bouge pas, ça vaut 1. Ça, sur 30 ans, c'est x3. Plus 3% par an, c'est x3 sur 30 ans. Peu de choses près, en dessous. D'accord? Donc ça signifie la chose suivante. Si vous voulez maintenir le niveau de croissance économique actuel tout en réduisant la production de CO2 par 3, à efficacité énergétique constante, il faut que vous divisiez la population par 9. Ça veut dire que dans cette salle, il y en a 2 qui sortent. Dont moi. Quand même. C'est ça dont on parle aujourd'hui. Donc là maintenant, je vais dire un truc extrêmement clair. Le développement durable, la croissance verte, vous pouvez vous torcher avec. Ça n'a aucun putain de sens. Les maths de base vous montrent que continuer la croissance économique dans la version actuelle et tenir les engagements du CO2, ça revient à la louche à une division entre un facteur 7 et 9 de la population mondiale en fonction de comment les ingénieurs se bougent le cul pour grosso modo faire de l'ingénierie. D'accord? Et on ne fait pas ça parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, surtout en un demi-siècle, on a dézingué 80% de la population. Juste dans aucun univers connu. D'autant qu'en plus, en général, les 80% qu'on veut dézinguer ne sont pas vraiment d'accord. Hein, voilà. Je vous rappelle par ailleurs, pour information, que visiblement vous êtes des intellectuels et que donc probablement c'est vous qui mourrez en premier. Parce que factuellement, vous n'êtes pas les plus bagarreurs de votre génération. Ah, voilà. Voilà. Quand même. Techniquement, là, à la louche comme ça, une petite... Deux coups de sociologie de comptoir. 2 coups de sociologie de comptoir montrent que grosso modo, votre avenir n'est pas affleuri, quoi. D'accord? Voilà. Dans le principe. Quand même. On était d'accord sur le premier problème? Donc déjà, premier axe de cette intervention aujourd'hui, la croissance verte, c'est une mythologie. C'est une mythologie inventée par, grosso modo, les grands producteurs industriels pour expliquer qu'ils peuvent continuer à faire à peu près n'importe quoi, inventée par les ministres de l'économie et des finances en disant qu'on va pouvoir gaver le truc de croissance. La croissance, c'est simple, c'est du pétrole à l'entrée, du dollar ou de l'euro à la sortie. D'accord? Il n'y a pas d'autre mécanisme. Donc là, ça ne marche pas. Et le deuxième problème, il est là. Alors en fait, il s'avère que, vous ne le savez peut-être pas parce que vous n'étiez pas né, et moi à peine, mais il s'avère que l'humanité a déjà résolu un problème de ce genre d'ampleur planétaire qui était le problème de trou dans la couche d'ozone. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire que dans les années 70, on a découvert qu'en fait, une émission de gaz particulier qu'on appelle les CFC avait tendance à détruire la couche d'ozone de façon catalytique, donc en plus c'était assez violent. Et donc l'humanité, ils ont fait une petite réunion à Montréal, ils ont fait les accords de Montréal et on a résolu le problème. Sérieux. Il y avait une norme à faire, il fallait arrêter de mettre des CFC dans les machines frigorifiques, ça a été interdit, on a remplacé ça par autre chose. Les gens ont un peu gueulé parce que les frigos étaient un peu plus chers, et puis ça a été là. Voilà. Donc je veux dire, c'est un truc qui est faisable. Ça, c'est faisable si vous avez un ennemi ultra identifié, et que grosso modo, vous avez une norme hyper simple à mettre en place sur le truc. Ça, c'était facile. Voilà le problème, le nombre de couleurs dans ce camembert. Si vous regardez, en fait, point par point, les émissions de gaz à effet de serre, vous n'avez aucun coupable idéal. Ou au contraire, vous avez grosso modo que des coupables en bande organisée. Autrement dit, dans n'importe quelle conversation, vous allez tomber sur des gens qui vont vous expliquer le problème c'est la voiture, c'est pas vrai. Le problème c'est l'avion, c'est vraiment pas vrai. Le problème c'est la consommation de viande, c'est pas vrai. En fait, si, c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aucun de ces postes-là, d'accord, on va faire un truc simple. Vous voyez, le transport, par exemple, au niveau mondial, c'est 14% des émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, si demain vous supprimez, je vous rappelle, l'objectif c'est moins 66%. On est d'accord, divisé par 3. D'accord? Si demain vous supprimez tous les avions, tous les bateaux, toutes les voitures, voilà, tout ça, là, tous les bateaux, ça, vous avez fait 14% du problème. Il vous en reste 52 à faire. Donc après, vous tuez toutes les vaches, tous les gens qui bouffent du riz aussi au passage, ce qui est une autre conversation déjà. Ce qui est une autre conversation pour le coup, d'accord? Vous fermez toutes les centrales à charbon, vous avez fait 20% du problème. D'accord?
Donc en gros, en fait, il n'existe malheureusement pas de coupable idéal pour une raison très simple, c'est que l'intégralité de l'activité humaine, elle est dopée aux produits carbonés. Il n'y a pas une activité humaine vertueuse, pas plus que l'autre. Et donc en gros, quoi qu'il arrive, en fait, le meilleur choix, c'est pas de dire, alors bien sûr, sur les réseaux sociaux, c'est ça, ouais, tu manges de la viande, donc t'es un criminel, bah oui, probablement. Ah, toi, tu prends ta bagnole, donc t'es un criminel. Alors, est-ce que t'es végétarien, mais que tu conduis, ou alors tu manges du bœuf, mais t'es en vélo, ah, c'est compliqué la vie, tu vois, voilà, etc., etc., d'accord, bon. Euh, En gros, aucun de ces arguments ne marche. Il va falloir taper sur tout. Et donc, en gros, le truc le plus intelligent, ça va être ça. Il faut réduire de 66% l'intégralité de ces secteurs-là. Et si on a des secteurs qu'on peut réduire plus, c'est plutôt cool. Parce que grosso modo, ça veut dire qu'on va alléger la pression sur les autres. C'est pas compliqué. Ça, c'est dans le monde. En Europe, le délire est un peu marrant parce qu'on a des conditions de vie largement meilleures, enfin, en tout cas différentes. Et donc en particulier, il y a des grands coupables qui se trament, c'est les transports. D'accord. 21% des problèmes, c'est les transports, et 10% la voiture individuelle. D'accord. Majoritairement. Ensuite, vous avez la production d'électricité, parce que contrairement à la France, la majorité des pays européens produisent de l'électricité avec du gaz ou du charbon. Et donc, grosso modo, ça fait quand même une grosse part ici. Ensuite, le résidentiel, l'industrie. Et l'agriculture retombe à 6%. C'est un gros poste, hein, la bouffe, en particulier parce que l'alimentation carnée est devenue la norme dans les pays occidentaux. Et c'est un problème de fond, ça. Ouais. C'est quand, parce qu'il y a une quantité limitée de pétrole, donc quand est-ce que c'est la date limite à En fait, ça dépend. Alors, en fait, ça dépend. Ça s'appelle ne plus en avoir. C'est-à-dire, ne plus en avoir d'un point de vue commercial, ça va aller très vite pour les pays comme la France, vu qu'il n'y a pas de pétrole en France. Voilà. Donc, les années 2050, après 2060, en France, il n'y a plus de pétrole à un prix décent. Parce que Voilà. ça, s'il n'y a plus de pétrole, bah, toute la partie pétrole, elle Oui, mais sauf que par exemple, une des raisons pour lesquelles économiquement tu élis un mec comme Trump, c'est que par contre les réserves de pétrole américaines sont considérables, en particulier les réserves de gaz surtout, en particulier en gaz de schiste, et que si tu n'en as rien à chier de l'environnement, eh ben, tu vas pouvoir y aller pendant jusqu'à 2100-2150. Pour en interne, s'entend. Juste pour la consommation interne et exporter du pétrole et du gaz de façon luxueuse. Voilà. Donc en gros, et il y a des raisons pour lesquelles il y a des pays qui se retirent des accords de Paris ou qui y vont très doucement. C'est majoritairement des pays producteurs de pétrole ou producteurs de charbon, qui eux, grosso modo, ont envie de garder sous le coude le fait de pouvoir exploiter leur sous-sol pour leur propre économie, et même sans exportation. Donc il y a des pays qui en ont rien à foutre, genre la Norvège, de toute façon ils sont 4, donc bon, voilà, ils s'en foutent un peu d'avoir autant de pétrole en mer du Nord, d'accord. Par contre, c'est pas du tout vrai des États-Unis, c'est pas du tout vrai de la Chine, c'est pas du tout vrai. L'Allemagne, c'est quand même un pays qu'il faut surveiller très très près, parce que c'est quand même un pays qui a énormément de charbon en sous-sol, et qui grosso modo peut largement basculer et revenir sur un truc où les excaveuses en Allemagne, ça tourne plein de balles. Enfin, je veux dire, le charbon, c'est la vie en Allemagne. C'est quand même des mecs qui ont inventé la doctrine du charbon propre. Enfin, faut quand même voir la mauvaise foi des Allemands en écologie, c'est quand même quelque chose d'assez puissant quand même dans le principe. Et grosso modo, tous les pays qui sont très empressés qu'on ait des accords écologiques, c'est les pays où il n'y a rien dedans. Il y a une raison pour laquelle la France est un des héros des accords du GIEC, de machin, et ce genre de conneries. C'est pas parce qu'on est plus vertueux que les copains. C'est juste parce que grosso modo, on sait que nous, de toute façon, dans 30 ans, on sera à poil. Donc forcément, c'est plus facile. Quand t'as pas de pétrole dans ton sous-sol, dire bah ça serait bien de s'en passer quand même. Bah oui, parce que techniquement, voilà quoi. Donc ça fait partie des problèmes de fond. Donc ça dépend ce qu'on fait, mais a priori, les pays producteurs eux-mêmes sont capables d'exploiter du pétrole et du charbon pendant beaucoup plus longtemps que les limites standards. Donc non, on ne peut pas espérer sauver le truc juste parce que ça va s'arrêter avant. On aura le temps de dézinguer la planète largement avant. Voilà. Alors, l'idée est donc de regarder toutes les actions. Je vous laisserai lire ça si vous voulez les documents. Il y a un peu de tout. Et en fait, ce qui, moi, m'intéresse surtout, c'est de savoir quelles sont les actions que vous pouvez faire à titre individuel et les actions que vous ne pouvez pas faire à titre individuel et sur lesquelles vous devez avoir une pression sur les pouvoirs publics. Il s'avère qu'en gros, ça se répartit à... ça dépend comment on compte, mais soit 50-50 si il y a des efforts considérables faits à titre individuel, sinon entre 30 et 40 à titre individuel et 60 et 70 à titre étatique. D'accord. Et ça, on va regarder ça ensemble. Ouais. Oui, par les TGV, ouais. Ouais. Le problème, c'est que vraiment, il faut que vous compreniez que, tu vois, ça, c'est typiquement une réflexion de confort. C'est-à-dire qu'avant, il y a une génération, personne n'allait aux États-Unis, en fait. Enfin, c'était rarissime. Moi, je me souviens, mon père bossait dans une boîte américaine, donc je suis allé aux États-Unis quand j'étais enfant, j'étais une star, quoi, dans mon école, quoi. Aujourd'hui, ça n'intéresse personne. Tu es aux États-Unis, les gens ils te regardent, t'es aux États-Unis, ok, voilà. Tout le monde s'en fout, en fait. Donc, en fait, se déplacer en avion comme si tu prenais un Uber, en fait, ça, c'est un truc qui est vraiment extrêmement nouveau pour votre génération. Alors, enfin, la génération entre la vôtre et la mienne,
en gros. Voilà. Mais moi, quand j'avais 20 ans, ça ne me venait pas à l'idée au départ de prendre un avion pour aller quelque part. Et puis un jour, on a découvert que c'était plus facile de faire Paris-Toulouse en avion qu'en train, quoi. Ce qui, tu avoueras, est quand même une grosse connerie. Et en plus, va de pair avec le fait, et ça c'est un truc dont vous vous rendez pas compte, euh, la disparition des trains et du bus en France, c'est un truc fascinant. Moi, de mon vivant, je l'ai vu, quoi. Enfin, moi, je vais vous donner un exemple très con. Il y a 2 ans, je voulais faire une rando que j'avais fait quand j'avais à peu près 24-25 ans. Je voulais faire les gorges du Tarn. Et je me souvenais exactement de ce que j'avais fait. J'avais pris un train, j'avais pris un autre train, j'avais pris un bus pour aller au début. Ben, j'ai regardé, ça n'existe plus. Il n'y a même plus le deuxième train, il n'existe plus. Et là, on parle d'un truc qui s'est passé il y a 20 ans, en fait. Enfin, tu vois. Et bah, il n'existe plus. Donc là, si je veux y aller, bah, faut que je loue une bagnole. C'est ça, en fait. Et le problème, c'est qu'on a fait des choix en continuant sur la voiture. Donc les bus et les trains sont devenus de moins en moins rentables, de moins en moins remplis, de moins en moins tout ce que tu veux. Et donc, au bout d'un certain temps, bah, tu dézingues. Et donc, en fait, en particulier, pour vous, il est normal, dans vacances, d'aller loin, par exemple. Dire le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, la moitié des gens qui ont des niveaux de vie pas très élevés se disent, tiens, moi, j'ai pas beaucoup de pognon, où est-ce que je vais aller en vacances? Et que la réponse soit pas Tourcoing, mais bah, le Vietnam. C'est quand même un changement fort, quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens en France, même qui ont des niveaux de vie pas très élevés, peuvent aller en vacances au Vietnam. Tranquillement, parce que c'est pas cher. Voilà. Mais Tourcoing, c'est bien, Tourcoing. C'est C'est-à-dire merveilleux, qu'il Tourcoing. faudrait arrêter tout ce qui est vol intraterritoriaux. Bah, déjà, alors ça, effectivement, tous les vols déjà intracontinentaux, ça, faut arrêter sec, quoi. Ah, ouais, continentaux carrément. Intracontinentaux, bah, c'est-à-dire que, enfin, faire Paris-Berlin, ça va se faire en train, ça va pas se faire en avion. Enfin, je veux dire, c'est délirant, quoi. Bon, en plus, ils viennent d'ouvrir. Ils viennent d'ouvrir la ligne, bon, mais, enfin, voilà, c'est long, mais pas tant que ça, en fait. Enfin, voilà, quoi. Enfin, dire, les gens qui font Paris-Bruxelles ou Paris-Amsterdam en avion, c'est surréaliste, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des lignes de chemin de fer, à tout ce qu'il faut, quoi. Et ça vient du fait que, alors petite remarque, il faut bien que vous compreniez qu'il y a un acte de pouvoir public, le transport aérien, qui génère énormément de recettes fiscales, est sursubventionné par les pays européens. Vous enlevez les subventions européennes sur l'avion, plus personne prend l'avion vu le prix que ça coûte, en fait. Bah, l'avion est concurrentiel face au train parce qu'il est subventionné. Plus que le train, de surcroît. Voilà. En particulier, ils n'ont pas de taxes, ils ont beaucoup moins de taxes sur l'essence. C'est subventionné par l'Europe, ils ont des subventions, et par la France aussi, ils ont des subventions sur le carburant en particulier. Donc en gros, comme c'est des professionnels, ils ne payent pas autant de taxes de carburant que vous pour votre voiture. Vous enlevez ça, là vous allez voir, hein. Les prix des avions vont être multipliés par 3, ça va être vidu. Hein. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il est possible d'imaginer des transports écologiques dans le sens qui ne polluent pas trop à la production et qui utilisent des carburants renouvelables? Non. Tu peux imaginer les transports électriques, mais majoritairement, c'est pas très compliqué en fait. Plus un transport est collectif, moins il est polluant. En gros, c'est simple. Tu prends le bilan carbone, en France en particulier avec l'énergie nucléaire, tu prends le bilan carbone d'un mec qui prend le train, par rapport à celui qui prend sa bagnole, c'est un facteur 80 si je ne me trompe pas. Non, non, vraiment, enfin, je veux dire, le fait de développer la voiture est un problème. C'est un problème à plein d'égards, mais ça, c'est un problème de fond. Et c'est devenu des habitudes, tu vois. Enfin, voilà, je suppose que dans votre cas, vous avez tous passé le permis cette année. Voilà, c'est-à-dire que c'est le process. Enfin, vous passez le permis, vous allez avoir une voiture, enfin, c'est normal. C'est comme ça. Voilà. Et ça, en fait, ça, c'est le genre de choses sur lesquelles il va falloir travailler un peu. Alors, j'ai une nouvelle plus désagréable. Vous vous souvenez du facteur 3 ? Alors, le problème, c'est que le facteur 3, il est en moyenne sur l'humanité, on est d'accord ? Sauf que maintenant, si on commence à regarder ce que font les gens en vrai dans leur pays à eux, et qu'on regarde où il faudrait qu'ils se ramènent, c'est pas les mêmes facteurs. En particulier, par exemple, vous prenez des pays comme l'Inde, comme le Mali, comme l'Érythrée, ces gens-là peuvent augmenter leur port carbone, vu qu'ils sont dans une dèche pas possible. Chez nous, c'est un peu plus compliqué. Donc je vous rappelle qu'en fait, grosso modo, on a droit à 2 tonnes CO2 équivalent par personne, et qu'un Français moyen en émet 10,8. Et donc, en fait, en France, si on veut être dans les clous, c'est pas un facteur 3, c'est quasiment un facteur 6, les gens. Donc, si on veut être dans les clous au niveau émissions de CO2, à partir de maintenant en France, il faut qu'on divise nos émissions de CO2 personne par 6. Pas par 3, par 6. On est d'accord ? Ça, c'est d'une grande violence comme facteur. Donc, toutes les COP sont en train de négocier que ça n'existe pas. Toutes les COP sont en train de négocier, grosso modo, que les Européens réduisent de 3, que les autres ferment leur gueule. Bon, c'est un pari intéressant. C'est un pari très intéressant.
Moi, j'y crois qu'à moitié quand même, parce qu'à un moment donné, bon, quand même, les gens, ils sont un peu énervés. On est d'accord là-dessus? Donc voilà. Donc en gros, en France, sur les 10,8, vous voyez qu'on a des coupables quasiment uniformément répartis, d'accord, sur 3-4 gros postes. La mobilité, donc la voiture, globalement, 2,9. Le logement, donc le fait de chauffer votre logement, pas forcément de le faire construire, mais majoritairement de le chauffer. Hein, le plus gros poste, c'est le chauffage. Les biens et services privés, d'accord, donc ça, tous les services, Internet par exemple, extrêmement gourmand, d'accord, enfin voilà, tout ce qui fait votre... enfin, toute la manufacture, Amazon, tout ça, machin. L'alimentation, gros poste en France, parce qu'on mange trop bien, d'accord. Et ensuite, vous avez tout ce qui est investissement public. Donc en gros, votre part carbone dans le fait que les écoles fonctionnent, la police fonctionne, l'armée fonctionne, les hôpitaux fonctionnent, les trains fonctionnent. Là, même si vous ne prenez pas le train, les trains tournent. Donc, par française, ça fait un bilan carbone duquel vous êtes plus ou moins responsable, en tout cas plus ou moins bénéficiaire, mais en tout cas, ça tourne. Donc vous voyez que grosso modo, ça se répartit en des postes, et pareil, très équivalent. Et alors là, il y a un graphique vraiment qui est extrêmement important et extrêmement intéressant, c'est qu'on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez décider de faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas décider de faire. Par exemple, vous voyez que réduire l'impact carbone des services publics, c'est pas vous qui allez décider ça dans votre coin un dimanche matin en vous levant parce que vous avez des bonnes résolutions. D'accord? Ça, c'est pas comme ça que ça marche. Vous allez devenir cadre, élire des gens sur des programmes, etc. Ça procède d'un choix collectif qui est long, qui est compliqué et qui en plus n'est pas forcément linéaire. Par contre, il y a des choses que vous pouvez décider vous-même et des choses que vous pouvez décider vous-même. En fait, sur les postes précédents, il y en a deux. Le premier, c'est l'alimentation, et le deuxième, c'est la façon dont vous allez chauffer votre appartement, votre maison. D'accord? C'est pas très compliqué. Et la mobilité aussi, c'est-à-dire vous pouvez choisir de remplacer, quand c'est possible en tout cas, la voiture par le vélo. Et là, il y a un truc hyper intéressant, c'est que dans les gestes individuels, c'est-à-dire si vous classez les gestes individuels que vous pouvez faire et leur impact carbone, le plus important, c'est l'alimentation. En gros, si vous décidez demain d'adopter un régime végétarien, ou au moins un régime où vous mangez ni bœuf ni mouton, d'accord, on n'est pas de ruminants, d'accord, vous réduisez quasiment de 45% votre impact carbone dans la partie individuelle du problème. D'accord? Le bœuf étant l'ennemi numéro 1. D'accord? Ouais. Ouais. Non. La majorité des champs en France sont dédiés à l'alimentation bovine. En France, 98% de la production de maïs, c'est fait pour nourrir des bœufs. Ça, c'est impitoyable, ça. Produire du bœuf, faut bien comprendre que manger du bœuf tous les jours, et en particulier élever du bœuf pour le manger, ça, c'est ultra nouveau. Avant, on élevait des vaches pour le lait, ou pour les travaux des champs, et à la fin, on les bouffait. Voilà, on ne gâche pas. D'accord? Changer de paradigme, élever du bœuf exprès pour le manger, c'est un truc qui date des années 60, et c'est un symptôme de la perfusion pétrolière d'un pays. C'est-à-dire qu'en gros, quand ça met de l'énergie, vous n'en avez rien à foutre. Vous avez optimisé les champs pour faire des légumes, donc il vous reste plein de terre, vous n'avez rien à foutre, et donc vous allez produire des légumes pour nourrir du bétail. Non, ça c'est impitoyable. Ensuite, vous voyez que tout le reste est beaucoup plus bas. Alors même si par ailleurs il faut le faire, c'est-à-dire vous prenez votre vélo plutôt que de prendre une trottinette électrique, enfin en tout cas plutôt que de prendre une voiture, plus exactement. Vous faites du covoiturage si vous le pouvez, vous arrêtez de prendre l'avion. Petite remarque, éteindre ses LED, c'est là. Hein. Je vous rappelle que c'était la dernière recommandation du ministre de la Santé pendant je sais pas où, Attal, là. Voilà. Ça, c'est des gens qui lisent pas les graphiques, d'accord? Si aujourd'hui on vous explique que le truc à faire pour l'environnement, c'est d'éteindre les LED, c'est sérieux, quoi. Sérieux. Vous éteignez votre box avant de vous taper une bonne côte de bœuf, enfin, ça, c'est con. Laissez votre box allumé, c'est bon, allez-y, quoi. Voilà, allez. C'est bon, tranquillement. Et tout ce qui est le zéro déchet, c'est quand même vachement plus bas, d'accord? Thermostat, tout ça. Le manger local en particulier, c'est une grosse surprise, après, c'est très bas. Parce que le transport a un impact assez faible, en fait, en général, dans les transports de nourriture, qui transportent en général des trucs très massifs, d'accord? C'est pas beaucoup. Donc, en gros, si vous vous dites, tiens, qu'est-ce que je peux faire de mon côté? Vous remplacez le bœuf par des pois chiches. Merveilleux. Tous les légumineux, c'est l'acteur du changement climatique. Alors, petite remarque, si on fait des scénarios, en fait, si jamais, imaginez que, grosso modo, alors, ce qu'on appelle les gestes individuels héroïques, c'est que le graphique d'avant, vous avez tout fait. Donc, vous êtes devenu végétarien, vous ne prenez plus la voiture, vous ne prenez plus jamais l'avion, vous n'êtes pas en ermite, mais quand même, vous essayez de faire un truc vraiment ultra cadré. Si vous faites tout ça, à titre individuel, vous passez de 10,8 tonnes de CO2 par personne et par an à 8 tonnes, sachant que vous devez être là.
Donc autrement dit, il est extrêmement clair que les incitations gouvernementales à dire soyez des héros du climat et après on voit, c'est une grosse connerie. C'est une grosse connerie parce que déjà la majorité des gens ne vont pas le faire et qu'en plus, même s'ils le font, vous savez, il y a des applis pour estimer votre budget carbone. Sérieusement, faites-le, vous vous mettez au zéro partout, vous êtes à des années-lumière d'être dans les clous en fait, juste parce qu'à un moment donné, le monde tourne sans vous. Et donc, la raison pour laquelle je fais ce truc-là, et je vous ai dit au départ que je voulais vous convaincre que c'était un problème politique et pas simplement un problème individuel, c'est qu'en fait, factuellement, il va falloir convaincre les gens, collectivement, de s'attaquer à ce problème-là. Parce que sinon, tout ça, c'est pas que ça sert à que dalle, c'est pas négligeable pour le coup. Faites 20% du problème, c'est énorme. Mais c'est pas 100%. On est d'accord? Donc en gros, il doit y avoir un rapport dialectique en ce qui me concerne, entre le fait que chacun va faire des efforts de son côté, mais en même temps, pas avoir un État qui, grosso modo, est une gabegie d'énergie, une gabegie de CO2, on a strictement rien à foutre du problème, en disant « Ah bah oui, c'est pas pour 3 jets privés que vous allez nous faire chier quand même. » Bah en fait, si, techniquement. Si, techniquement. Moi, personnellement, je trouve que le fait que la première chose que notre Premier ministre fasse, c'est faire Paris-Pau en jet, bah c'est pas un bon signal, quoi, on va dire. Même si en soi, son déplacement à lui tout seul, c'est peanut, ça. Bien sûr, il est tout seul. D'accord? Mais les trucs d'exemplarité, c'est hyper important. C'est de dire si jamais 6 milliards d'individus font la même chose, bah en fait, on a un énorme problème. D'accord? Et on ne peut pas demander à des gens aujourd'hui de réduire un certain nombre de choses d'un point de vue confort, tout en disant moi, désolé, faire Paris-Pau en voiture, oui, c'est Pau quand même, hein, c'est pas la mort, hein, il y a des trains quand même, hein, pour le coup. Si vous rajoutez un truc intéressant, c'est les liens activables par l'État, c'est-à-dire des financements pour changer votre chaudière, par exemple, les incitations économiques pour isoler vos maisons, faire du double vitrage, d'accord, tout ce genre de conneries. Là, vous tombez quasiment à la moitié. Donc en gros, aujourd'hui, pour l'instant, l'État vous raconte ça. L'État vous dit, en fait, vous devez faire des efforts, et on va vous filer un peu de pognon si vous faites des... Voilà, si vous, grosso modo, pour faire des trucs que vous ne pouvez pas fondamentalement faire vous-même. D'accord, la majorité des gens ne savent pas isoler une maison, par exemple. D'accord. Mais si vous faites ça par un artisan, on vous finance un tiers, un 10%, la moitié, enfin, c'est tous les dispositifs de type mais après une rénov, ce genre de conneries. D'accord. Si vous faites des trucs pas héroïques, d'accord. Alors, je vais vous donner un truc simple. Aux États-Unis, il y a un sondage sorti il y a 5 ans. Il y a 12% des Américains qui sont prêts à devenir végétariens, sachant qu'il y a déjà 10% des Américains qui le sont déjà, donc ça ne sert pas à grand-chose, d'accord. Mais il y en a 70% qui sont prêts à réduire leur consommation de viande de façon drastique. C'est pas les mêmes proportions, c'est-à-dire qu'en gros, dire aux gens devenez végétarien, c'est toujours un truc qui, grosso modo, fait un peu reculer les gens. Par contre, dire ok, on fait du bœuf, au lieu d'en manger une fois tous les temps, vous allez manger une fois tous les 6 mois, c'est pas le même délire en fait, c'est pas exactement le même discours, et franchement, le taux d'acceptabilité est beaucoup plus fort. Ouais. Ah mais on peut remplacer les trucs par les insectes, mais le problème de la bouffe, c'est pas ça. Le problème de la bouffe, c'est que ça concentre des trucs émotionnels hyper forts en fait. La quantité de viande recommandée par semaine, d'accord, pour un être humain standard, c'est 100 grammes. C'est ça. On n'a pas besoin en tant qu'espèce de plus de 100 grammes de viande par semaine. Je suis sûr que dans cette pièce, moi le premier, personne n'est là. Enfin, voilà. Enfin, sauf s'il y a des gens végétariens parmi vous, mais... Vous allez chez McDo, vous l'avez quoi. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est ça. Donc, mais le problème, c'est que ça touche à des habitudes alimentaires fortes, en fait. C'est des trucs très forts, en fait, la bouffe. C'est pas un truc du genre... Il y a des cultures... Tu vois, moi, je parlais du riz tout à l'heure, parce que le riz est un gros émetteur de méthane. Moi, par exemple, pour te raconter ma vie, j'ai des problèmes de diabète. Je vends trop de glucides. Mon médecin m'a dit, faut arrêter le riz le soir. Ma compagne, elle est japonaise. Arrêter le riz le soir chez nous, c'est juste une mythologie, quoi. Moi, je peux arrêter le bœuf, je peux arrêter plein de... Alors, arrêter le riz le soir, c'est une mythologie chez moi. Pourquoi c'est producteur? Parce que c'est fait dans des rizières et les végétaux se décomposent, en fait. Et ça émet énormément de méthane et de CO2. Donc voilà. Bah, arrêter le riz le soir, chez moi, c'est pas possible. Tu vas au Japon, tu dis non, le riz, faut arrêter. Les mecs te regardent, genre... Ok, mais juste rentre chez toi, mon pote. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. C'est débile. Donc, en gros, les recommandations sur la nourriture, c'est des trucs... Rationnellement, sur le papier, il y a plein de trucs à faire, mais ça touche des choses beaucoup plus fortes que simplement des curseurs, en fait. En France, on a l'habitude de manger beaucoup de viande, par exemple. Bon, bah voilà. En Allemagne, ils ont l'habitude de manger beaucoup de charcuterie, par exemple. Enfin, tu vois, on n'a pas les mêmes doses. Ça fait partie des trucs, des discussions compliquées. Donc, dans le principe, c'est ça. Petite remarque, avant que vous ne partiez. Ce graphique-là, je veux que vous le regardiez, juste pour vous montrer le problème. Le truc en haut, alors je sais que c'est écrit petit. Le truc en haut, c'est quand vous avez du bœuf qui est en liberté et qui occupe des prairies, des machins comme ça, donc avec une grosse occupation d'espace. D'accord. Assez curieusement, le bœuf a un impact carbone plus élevé lorsqu'il est en bio et en liberté que lorsqu'il est en batterie.
parce qu'il occupe beaucoup plus d'espace. En gros, il y a une compétition d'espace. Si vous supprimez les pâturages, vous mettez des arbres. Et si vous mettez des arbres, bah, vous aspirez du CO2. C'est con, mais c'est comme ça. Et comme on n'élève pas des bœufs en pleine forêt, voilà. Donc ça, c'est les émissions de CO2 pour émettre 1 kg de bœuf. 1 kg de bœuf consommable, d'accord, à l'arrivée, c'est-à-dire, voilà, 1 kg de barbac. Là, vous avez 100 bornes en voiture. Produire 1 kg de bœuf, c'est émettre autant de CO2 que 400 km en bagnole. Non, quand je dis que c'est l'ennemi public numéro 1, c'est pas une blague. Hein. La viande bovine, c'est un cauchemar environnemental. D'accord ? Tout simplement parce que le bœuf pose tous les problèmes. Vous avez des machines pour récolter les végétaux pour les nourrir. Vous avez une occupation au sol qui est considérable, donc de la déforestation. Vous utilisez énormément de flotte pour faire du maïs, parce que c'est avec du maïs qu'on nourrit le bœuf. Encore une fois, 95% des cultures de maïs en France, c'est pour nourrir du bœuf. J'ai du maïs géant vert, ça ne concerne personne. Enfin, je veux dire, voilà, c'est rien ça. Ensuite, les bœufs sont des ruminants, donc ils émettent des quantités considérables de méthane. D'accord ? Je vous rappelle qu'un bœuf, il mange 4 fois. Quand il mange, il dégueule, il mange, il dégueule, il mange, il dégueule. Enfin, c'est des ruminants, quoi. Vous savez pas ? Il a ça 4 estomacs pour les étapes différentes, et en grosso modo, voilà. Voilà, c'est pas très glamour. Et ça émet du méthane, et par ailleurs, ça émet du méthane par les deux côtés, sans vouloir rentrer dans les détails. Voilà. Ensuite, c'est très lourd, il faut les transporter, il faut les abattre. Il y a des machines, il y a tout. Dans du bœuf, il y a du pétrole, du méthane, du protoxydéate, il y a tout là. Il y a de la déforestation, c'est la fête du slip. Donc, petite remarque, on descend un peu. Oh, c'est pas tout à fait fini. En dessous, vous avez le mouton. Même problème parce que c'est des ruminants, ça prend moins de place, mais c'est quand même des ruminants. Ensuite, vous avez le fromage, tous les produits laitiers, tout simplement pour exactement les mêmes raisons que le bœuf, sauf que comme on tue pas les vaches après qu'elles aient fait du lait, bah, c'est un peu moins bourrin parce que forcément, on les garde. Voilà, et ensuite, vous descendez, d'accord, sur des trucs qui sont beaucoup moins brutaux. D'accord ? Et vous voyez qu'il y a quand même une différence forte. C'est-à-dire que, tu vois, moi, par exemple, mon discours, c'est pas de dire devenez végétarien, mais par contre, si vous avez un truc à faire, la consommation de bœuf, c'est vraiment un truc très violent. D'une part, parce que ça coûte un rein, d'une part, mais enfin, pas forcément. Le bœuf de supermarché, ça vaut pas si cher que ça. Et pour le coup, c'est vraiment un truc, climatiquement, qui est vraiment très, très désagréable. Vous imaginez les intérêts économiques. Là, je suis en train d'expliquer que McDonald's devrait fermer et que Burger King devrait fermer, etc., quand même, parce que c'est que la viande de bœuf, on est d'accord. Il ne reste plus que KFC, voilà, c'est très bien. Alors, vous remarquez que tout en bas, il y a un truc assez sympa, c'est qu'il y a un aliment qui a un bilan carbone positif, c'est les noix. Bah oui, parce que ça pousse sur des arbres, et c'est des arbres qui durent extrêmement longtemps. Donc en gros, si vous mangez des noix, c'est bon pour l'environnement, c'est aussi bon pour la santé par ailleurs. Voilà. Donc, ça vous fera travailler votre anglais. Si était vous, je regarderai ça dans le détail sur les trucs alimentaires. Mais factuellement, c'était ce à quoi je voulais arriver aujourd'hui. Si vous voulez faire des gestes individuels, enfin à titre individuel pour ce genre de problème, le premier levier que vous devez taper, c'est la façon dont vous bouffez, et en particulier la viande bovine. Je l'ai mis sur le NT, je pense.